Je m'appelle Patrice Osson-Mendez, je suis chercheur en mathématiques discrètes et je travaille au CAMS. Au CAMS, on s'intéresse aux systèmes complexes et en particulier aux réseaux complexes. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau complexe? Un réseau, c'est un ensemble d'entités qui sont en relation les unes avec les autres. C'est une notion qui a l'air simple. On peut même prendre un exemple, un réseau routier. Vous avez des villes qui sont reliées par des routes. Ça a l'air très simple, mais en fait, ça l'est pas. Parce que une ville, c'est même pas toujours d'un seul tenant. Il y a des villes en France qui sont en 3 morceaux, séparés par d'autres villes. Et puis, une route, il y a des fois, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce qu'une route privée, c'est une route? Est-ce qu'une autoroute payante, c'est une route? Est-ce qu'une passerelle, c'est une route? Donc, ça peut commencer à poser des problèmes entre le côté réel, un réseau, le réseau routier, c'est pour ça qu'on parle de réseau dans ce cas-là, et une abstraction, qui sont des points reliés par des courbes, un graphe. Donc on a un réseau qui est réel, et de l'autre côté on a un graphe qui est une abstraction. Moi, je travaille sur les graphes. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Alors, ok, on a un graphe, un gros graphe. Les gens parlent souvent de grands réseaux. Mathématiciens et sociologues ne s'entendent pas forcément sur la notion de qu'est-ce que c'est qu'un grand réseau. Disons, en sociologie, à partir de quelques milliers, ça commence à devenir très gros. Ça ne tient pas dans une feuille de papier. Pour un mathématicien, c'est quand on a plusieurs milliers de milliards, ça commence à devenir un peu intéressant. Donc, bon, on a des échelles. Enfin, disons qu'on a un grand graphe et on veut pouvoir dire quelque chose dessus. Et là, il y a un phénomène bizarre qui apparaît, c'est que un graphe ne peut pas être infiniment complexe. Il y a une limite à la complexité. Il y a toujours un ordre qui est inévitable. C'est comme disait Theodor Motzkin, Ordnung muss sein. L'ordre est inévitable. Et c'est le théorème de Ramsay qui dit que, disons que lorsque vous avez un très grand graphe, vous avez forcément un certain nombre de points qui sont soit tous reliés les uns aux autres, soit qui ont la propriété qu'aucun n'est relié à aucun. C'est le théorème des amis. Vous avez 6 personnes, et dans ces 6 personnes, soit il y en a 3 qui se connaissent, soit il y en a 3 qui se connaissent pas. Et d'autre part, quand vous avez un gros graphe, vous pouvez d'une certaine manière le décomposer en une partie qui est structurée et une partie qui est aléatoire. Et là encore, c'est quelque chose qui montre que, d'un certain point de vue, il y a une limite à la complexité. Et ce théorème, c'est le lemme de régularité de Semeridi, qui est vraiment une importance cruciale en mathématiques discrètes, et qui a amené toute une vision de la décomposition de la complexité, qui a en particulier été soulignée par Thierry Tao dans son exposé au Congrès international des mathématiciens à Madrid en 2006, donc il y a 20 ans. Donc, on voit que il y a de l'ordre qui est inévitable. Mais il y en a un peu. C'est pas énorme, il y en a un petit peu. Le problème, c'est que, alors là, pour reprendre un aphorisme de Francis Bacon, où l'homme voit apparaître un tout petit peu d'ordre, il en imagine immédiatement beaucoup trop. Donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est, à quel moment un objet ou un graphe est structuré, et à quel moment il est... disons, l'ordre qui est dedans, la structure que l'on peut apercevoir, c'est simplement celle qui existe de manière inévitable. Et donc, là où je vais travailler, contrairement au système complexe dont je parlais au tout début, enfin dont j'ai pratiquement pas parlé, mais des réseaux complexes, moi je vais m'intéresser aux graphes qui ne sont pas trop complexes. Qu'est-ce que c'est qu'un graphe pas trop complexe? Qu'est-ce qui fait qu'un graphe, finalement, il est structuré? Alors, là, on peut voir plusieurs aspects. Il y a un premier aspect, c'est si vous avez un graphe qui est structuré, d'une certaine manière, je peux imaginer l'apprendre. L'apprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un petit peu des points au hasard,
et que je regarde la propriété de ces points, comment ils sont reliés les uns aux autres, je peux me faire une bonne idée de mon graphe dans sa globalité. Alors ça correspond à une notion d'apprentissage qu'on appelle l'apprentissage PAC. Ça veut dire Probably Approximately Correct. Ça veut dire que si vous prenez des points au hasard, probablement vous êtes approximativement correct dans votre vision. Et c'est relié à une notion qui est ce qu'on appelle la dimension VC, qui a été introduite par Vapnik et Sherman-Enkis, et qui permet de dire que par l'expérience, de quelle manière par l'expérience, par l'expérimentation, on peut se rapprocher de la réalité. C'est une notion qui est assez intéressante, qui montre qu'on n'est pas dans le chaos, on a des choses qui sont compréhensibles, disons. Il y a une deuxième type d'expérience d'apprentissage qu'on peut effectivement effectuer, qui est de dire, non seulement on va essayer d'apprendre en faisant des expériences, mais on va demander à ce que la personne fasse des choix au fur et à mesure. Par exemple, je vais vous dire, alors ça, est-ce que ça a telle propriété? Vous allez me dire oui ou non, et puis après je vais vous dire, finalement ça n'a pas la propriété, ou ça a la propriété que vous recherchez. Et on va même imaginer que vous avez un adversaire qui essaie de vous rendre la vie la plus difficile possible. Alors là, ça prend une autre direction, et on a un autre invariant qui va venir préciser si c'est facile, si c'est possible ou pas d'apprendre. Cet apprentissage qu'on appelle l'apprentissage incrémental, c'est la dimension de Littlestone, qui était un étudiant de Warmouth, qui était un des auteurs qui a introduit l'apprentissage PAC dont je parlais précédemment. Donc on a deux frontières qui sont liées à l'apprentissage. Ce qui est amusant là-dedans, c'est que ces deux frontières, elles sont également présentes dans la manière d'approcher un graphe tel que le fait Semeridi dans son lemme de régularité. C'est-à-dire savoir, est-ce qu'on peut le représenter sous forme de quelques patates avec entre elles des choses qui se présentent comme des choses aléatoires. Et il y a deux simplifications qu'on peut faire, il y a deux limites où on a un changement structurel, et un correspond à la VC dimension et l'autre à la dimension de Littlestone. Donc il y a quelque chose qui est assez étonnant de voir cette correspondance. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est en relation avec des limites qui sont apparues en théorie des modèles, il y a une 50aine d'années, toute la théorie de la stabilité et de la dépendance de Shela, qui vont également donner deux grosses limites qui sont liées à ces deux valeurs. Et les lignes de démarcation à la Shela, c'est intéressant parce que c'est des lignes telles que, quel que soit le côté où on se place, on a une conséquence structurelle importante. Si on est au-delà, on a un comportement chaotique, et on peut le montrer, et sinon, on a un comportement structuré, et on peut le montrer. Donc, ce sont des choses qui sont structurellement assez importantes. Alors, un deuxième aspect, le deuxième aspect, c'est celui dont je parlais au début, c'est sur l'ordre qui est inévitable, c'est Ramsey, le théorème des amis. Quand vous avez un graphe qui est de taille n, vous pouvez trouver un ensemble de points tels que 2 à 2, ils vont être soit adjacents, soit non adjacents. Et cet ensemble, habituellement, fait taille log n, à peu près, lorsque vous êtes un graphe aléatoire. Log n, c'est pas beaucoup, c'est-à-dire que pour augmenter de 1, dans le cas particulier, il faut multiplier la taille par 4. Donc, si vous avez je sais pas, vous avez 1000 milliards de sommets, ça vous fait une quinzaine de points. Enfin, c'est pas énorme. Donc, la question, c'était, peut-être que, si vous avez des contraintes, on a parlé de deux contraintes, la VC dimension, la dimension de Littlestone, peut-être que ça permet d'obtenir des ensembles qui sont plus gros. Eh bien, c'est vrai. D'abord, ça a été pour la dimension de Littlestone, si on arrive à la borner, on arrive à avoir non pas une quantité qui est logarithmique, mais une quantité qui est polynomiale, c'est-à-dire n, elle a une certaine puissance. Alors, c'est pas une puissance entière, c'est fractionnaire, c'est-à-dire une racine carrée ou une racine 10 millième ou racine millionième. Ça peut être une puissance toute petite,
Mais ça augmente quand même beaucoup plus vite qu'un logarithme. Et ça a été démontré par Malliaris et Sheila il n'y a pas très longtemps. Et la question c'est, et si la V6 dimension est bornée? Eh bien, c'est vrai aussi. Mais ça a été démontré beaucoup plus récemment par Nguyen, Scott et Seymour, je pense. Je vais vérifier. Oui, c'est ça. Et ils l'ont démontré il y a 2 ans. Et ce qui a été une grosse avancée. Donc, si vous avez un ensemble qui a une VC dimension bornée, ben vous avez cette propriété que vous pouvez trouver des gros ensembles qu'on appelle homogènes. Tout le monde est relié à tout le monde ou personne à personne. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est n puissance quelque chose, epsilon, mais ce epsilon, il dépend de la dimension que vous avez prise. C'est pas le fait que ce soit borné qui fait qui vous donne l'exposant. Il y a un cas un peu particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ce qu'on appelle dans les classes stables, qui est une notion qui est liée à toute la théorie de Sheila, dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, qui vient de la théorie des modèles. Et dans ce cas-là, on s'aperçoit que vous pouvez trouver un ensemble homogène qui est très grand, de l'ordre de racine de n. Et ça, c'est un résultat que nous avons obtenu avec des collègues relativement récemment. Et là, c'est indépendant de toute mesure particulière. Les caractéristiques autres de votre graphe interviennent simplement sur les constantes multiplicatives, disons. Ok, donc on a vu 2 aspects. Un premier aspect, l'apprentissage. Deuxième aspect, les ensembles homogènes. Allez, un troisième pour la route. Un aspect algorithmique. On veut résoudre un problème, est-ce qu'on peut le faire rapidement? Alors là, un problème classique, vous avez un grand réseau et vous demandez, est-ce qu'il y a un centre? Est-ce que par exemple, vous avez à avoir un petit nombre d'éléments tel que tout le monde soit à une petite distance de cet ensemble d'éléments? Disons qu'est-ce que vous avez k éléments tel que tout sommet soit une distance au plus d de ces k éléments? En général, c'est un problème très difficile. Même si vous dites distance 1, simplement vous savez voir si vous avez k éléments, vous voulez savoir si tout sommet dans votre graphe est voisin d'au moins un de ces éléments. Ça a l'air simple comme question. Eh ben non, ça ne l'est pas. C'est un problème qu'on dit NP complet, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas pouvoir le résoudre en un temps qui est polynomial en n, en général. Attention, parce que là, la valeur k, le nombre d'éléments que je veux avoir, fait partie de la question. S'il était fixé, ce serait en temps polynomial. Mais l'exposant dépendrait de k. Alors la question, c'est quand je dis l'exposant dépend de k, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un algorithme où, bon, ok, peut-être qu'il y a une constante multiplicative qui dépend de k, mais l'exposant du nombre de sommets qui dit la complexité du calcul ne dépendrait pas du nombre de points que je veux dans mon centre. Alors là, une fois de plus, pour ce problème-là, donc ce qu'on appelle la complexité paramétrée, on s'aperçoit que les limites qui font que le problème est faisable, donc on a une limite où on a réussi à démontrer que c'était faisable, qui correspond à la stabilité. C'est encore une notion, dans la même notion dont je parlais avec Sheila, qui est reliée à la dimension de Littlestone. Et ce qui est conjecturé, c'est que la vraie limite où on peut effectivement avoir un algorithme efficace dont la complexité, dont l'exposant ne dépend pas du nombre de points qu'on veut dans le centre, et bien ça correspond à la dépendance qui est reliée à la V6 dimension. Donc on voit que sur 3 exemples, on a 3 lignes, que ce soit sur l'apprentissage, sur la structure ou sur l'algorithmique, qui semblent montrer que des notions qui viennent de théorie des modèles sont également importantes dans d'autres domaines et que sur les limites de là où on peut dire que quelque chose est simple ou complexe. La première, c'est la dépendance, c'est le moment où naît le hasard. On a des choses qui ressemblent à du hasard. Quand on est dépendant, eh ben, on ne peut pas trouver n'importe quoi. Et la deuxième, qui est la dimension de Littlestone liée à la stabilité, c'est le moment où naît l'ordre
mais l'ordre pas dans le sens que j'ai donné au tout début, mais l'ordre ordonné, c'est-à-dire un ordre linéaire où on peut comparer les choses entre elles. Et à partir du moment où on crée un ordre, on a automatiquement beaucoup plus de types d'objets, de types de situations différentes qui peuvent exister. Et c'est tout le point de vue de la théorie de la stabilité, de dire que si on a trop de types d'objets ou de types de sommets différents, eh ben, on est quand même un peu complexe. Voilà, je pense que c'est un petit peu le tour du domaine pour essayer d'expliquer un petit peu le genre de questions que nous nous posons avec nos collègues.